Voyons le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est un liquide qui baigne l'encéphale et la moelle épinière. Sert à protéger l'encéphale contre les chocs, sert à nourrir l'encéphale et la moelle épinière et défendre aussi l'encéphale. Donc, ce liquide est produit par les plexus choroïdes que vous avez au niveau de l'épithalamus, mais aussi au niveau du toit des ventricules. Parce qu'on a quatre ventricules, deux ventricules latéraux, V1, V2, que vous avez ici, là, un troisième ventricule et un quatrième ventricule que vous avez à ce niveau. Donc, le quatrième ventricule se retrouve entre le tronc cérébral et le cervelet, essentiellement entre le mésencéphale et le pont. Et le mésencéphale et le pont forment un angle avec le cervelet. C'est à ce niveau que vous avez le quatrième ventricule. Donc, la quantité de liquide céphalorachidien qui est produite par jour varie entre 500 à 750. Donc, disons environ 21 à 25 millilitres de liquide céphalorachidien produit par heure. Mais toute cette quantité de liquide ne restera pas dans le cerveau. Donc, il y aura une quantité qui sera résorbée et cette quantité sera résorbée au niveau des villosités arachnoïdiennes qu'on appelle encore les fossettes de Pacchioni. Et la résorption est évaluée à environ 550 à 600 millilitres de liquide céphalorachidien parce que normalement, on a autour de 155 millilitres de liquide céphalorachidien dans le parenchyme cérébral. Le liquide est produit en grande quantité ou bien majoritairement par les plexus choroïdes entre 60 à 80%, mais aussi il y a l'endothélium vasculaire qui va produire une quantité de liquide céphalorachidien. Donc, ce liquide sera accumulé au niveau des ventricules latéraux, donc V1, V2, et le liquide va passer à travers le trou de Monro ou bien le foramen de Monro pour être accumulé au niveau du troisième ventricule. Et arrivé au niveau du troisième ventricule, ce liquide sera passé du troisième ventricule vers le quatrième ventricule à travers l'aqueduc de Sylvius. Et arrivé au niveau du quatrième ventricule, il y a quatre trous qui attendent l'évacuation du liquide, quatre trous qui serviront à évacuer le liquide. Donc, vous avez un trou où le liquide va passer vers le canal de l'épentine pour être dans la moelle, et deux autres trous. Il y a un trou central qu'on appelle le trou de Louchka et deux trous latéraux, les trous de Marandi. Donc, ces trous-là conduisent de liquide encore vers l'espace sous-arachnoïdien. Et ce liquide qui se retrouve au niveau de l'espace sous-arachnoïdien, c'est ce liquide-là qui sera résorbé et passé dans la circulation sanguine. Donc, c'est ça. Vous voyez l'image ici, là. Donc là, c'est les ventricules que vous avez à ce niveau. Donc les ventricules latéraux, le troisième ventricule, le quatrième ventricule et les trous. Donc vous avez les trous de Monro, l'aqueduc de Sylvinus. À ce niveau, vous avez le trou de Louchka, le trou de Magendie et le canal de l'épendie. Donc c'est ça pour le liquide céphalorachidien. Maintenant, en fonction de la quantité de liquide du rapport anatomique entre le tissu cérébral, le liquide céphalorachidien et le sang, on aura deux barrières. Et ces deux barrières servent à protéger le tissu cérébral. Vous avez la barrière hémato-encéphalique et vous avez la barrière hémato-méningée. Donc, la barrière hémato-encéphalique, c'est entre le sang et le tissu cérébral. La barrière hémato-méningée, c'est entre les méninges et le sang. La barrière hémato-encéphalique est constituée de la lame basale des cellules endothéliales, ou bien l'endothélium vasculaire, de la jonction serrée, mais aussi des prolongements des astrocytes. Rappelez-vous, on en avait parlé quand on avait dit les astrocytes participent dans la constitution de la barrière hémato-encéphalique pour pouvoir piéger les corps étrangers et les présenter aux microglies, et ce sont les microglies qui vont prendre la décision de détruire ou bien d'éliminer dans le sang un corps étranger. Donc, c'est pour la barrière hématoencéphalique. Et à travers cette barrière hématoencéphalique, certaines substances peuvent diffuser facilement, comme
le glucose, l'oxygène, le CO2 et les petites molécules lipophiles ou bien les molécules lipophiles de petite taille. Donc, ces molécules, ces substances-là traversent facilement la barrière hémato-encéphale, tandis que d'autres substances doivent utiliser des moyens de transport. Pour la barrière hématoménagée, donc cette barrière hématoménagée est formée par l'endothélium vasculaire, la membrane basale et l'épithélium des choroïdes. Et cette barrière-là protège les méninges et s'oppose au passage de corps étrangers du sang vers les méninges. Mais il faut noter, malheureusement, certaines fois, la barrière n'arrive pas à défendre normalement le tissu méningé et c'est à ce moment que la personne pourrait développer un syndrome méningé et ce syndrome méningé peut être de n'importe quelle nature, soit le plus souvent d'origine infectieuse, mais aussi d'origine métastatique, inflammatoire, immunologique, etc. Donc, on a des moyens de défense, mais malheureusement, ces moyens de défense ne peuvent toujours nous protéger. Voilà, c'est les différents éléments constituant nos différentes barrières. Vous voyez là c'est la barrière hémato-encéphalique. Vous avez les astrocytes, les prolongements des astrocytes. Vous avez la membrane basale et les jonctions serrées. Voilà ce qu'on devrait voir aujourd'hui à l'étude du liquide céphalorachidien. Je vous remercie et j'attends vos questions. Et la semaine prochaine, on verra ensemble le syndrome méningé. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.